Qu'est-ce qui nous conduit à un burn-out? Quels sont les signes d'un burn-out? Comment se faire aider pour dépasser un burn-out? Quelles sont les séquelles que laisse un burn-out? C'est à ces questions que je vais répondre dans l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Désaligné pour partager avec vous le récit de mes 2 burn-out vécus entre 2018 et 2021. Le sentiment que je ressens en commençant cet épisode est un sentiment d'inconfort total alors que j'ai partagé avec vous des récits plus ou moins lourds liés à mes pathologies ou à mon enfance. Cependant, je considère les 2 burn-out que j'ai vécus comme étant 2 épreuves qui m'ont beaucoup plus affectée parce que les séquelles mentales qu'ils ont engendrées, surtout le deuxième, ont tellement été pesantes sur ma vie personnelle et professionnelle. Et j'avoue que je ne pensais pas les dépasser un jour. Ça me tenait à cœur de vous partager cet épisode parce que l'épuisement prend de plus en plus de place dans le monde professionnel, où malheureusement, la quête de performance, le besoin de reconnaissance et de bien faire nous conduit à mettre notre bien-être au second plan en faisant abstraction des alertes physiques que peut nous envoyer notre corps. Dans cet épisode, je vais vous raconter le détail de mes 2 burn-out, les points en commun, pourquoi aussi je suis arrivée à un tel épuisement et les leçons que j'en tire. Je commence par une remise en contexte de ma vie professionnelle. Ma vie de salarié commence en 2014 où j'ai pu décrocher mon premier contrat en France un jour avant l'expiration de mon titre de séjour d'étudiante, comme j'ai raconté dans l'épisode numéro 5. Ce premier contrat était du miracle et c'était ce qui me permettait de ne pas rentrer en Tunisie après mes études, chose que je ne voulais pas du tout à cette époque-là. Depuis 2015, je pense qu'il y a eu en moi comme une envie de me surpasser dans mon travail. C'est comme si je me sentais redevable envers l'univers qui m'a permis de rester en France et de me construire la vie professionnelle que je voulais. Très rapidement, j'ai commencé à travailler un peu plus qu'il n'en fallait, à faire des heures sup sans être payée, à accepter des choses qui ne me convenaient pas. Jusqu'à 2016, j'étais étrangère. Et comme j'étais dans un secteur qui ne recrutait pas du tout, je ne pouvais pas prendre le risque de me retrouver sans travail et ne pas pouvoir renouveler mes papiers. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis 2014, je n'ai fait qu'enchaîner les CDD de 10 mois, avec 2 mois d'arrêt l'été et une reconduction en septembre. Jamais je me sentais stable. Je pouvais me projeter dans un poste sur le long terme et je visais depuis le début le sacro-saint CDI. En 2018, j'occupais le même poste depuis 4 ans, le poste dans lequel j'ai évolué et j'avais des missions qui me plaisaient beaucoup. J'étais social media manager sur des émissions de France Télé et mes missions consistaient à gérer la présence d'émissions télé sur Internet, les plateformes de replay, les réseaux sociaux et aussi YouTube. Je passais mes matinées sur les plateaux de tournage et mes après-midi avec les équipes de rédaction pour préparer les émissions à venir. J'aimais beaucoup mon poste, même si des fois je devais jongler entre différentes tâches et c'était assez challengeant. Et en janvier 2018, je me sentais vraiment bien au sein d'une équipe qui est devenue un peu comme une deuxième famille. À la fin du mois, je suis convoquée par le directeur de ma boîte et ça coïncidait avec la période des reportings des chaînes YouTube et des réseaux sociaux. J'arrive, je m'assois,
Je lui annonce que j'avais fait de bons stats en ce début d'année et qu'il aura le récap complet dans la semaine qui suit. Il me remercie et après je vois son visage se décomposer, puis il m'annonce que mon contrat ne sera pas renouvelé, que dans 6 mois, ça sera la fin pour moi. Je m'attendais à tout sauf à ça. J'arrive toute joyeuse avec mes chiffres et on m'annonce qu'on ne veut plus de moi. J'aimais beaucoup mon ancien patron, je savais que cette décision n'était pas facile à prendre pour lui et que pour des raisons budgétaires, mon poste qui était jugé secondaire pouvait être sacrifié, mais ça a été un sacré choc. Il enchaîne en disant que dorénavant, j'étais libre de mes horaires, de confier toutes mes missions à mon assistante, que je pouvais être en full télétravail pour me consacrer à une éventuelle recherche d'emploi et que si je voulais m'absenter pour passer des entretiens d'embauche, je pouvais le faire autant que je voulais. Il me parlait de ma future recherche d'emploi alors que moi, je n'entendais plus rien depuis qu'il a prononcé la phrase « ton contrat s'arrête là ». Je sors de son bureau toute sonnée, je continue ma journée sans rien dire à mes collègues avant de ramasser mes affaires et de rentrer. Je me souviens qu'en sortant du bâtiment, je me retrouve à marcher dans une direction autre que celle du métro sans savoir où est-ce que j'allais tellement j'étais sous le choc. Je n'étais pas du tout en capacité de me concentrer sur la route et je pense que j'ai mis 3 heures pour rentrer chez moi alors que le trajet ne faisait normalement que 45 minutes. J'arrive à la maison à 21h avec mon téléphone totalement déchargé et mon conjoint était mort d'inquiétude car il n'arrivait pas à me joindre. Je lui annonce la nouvelle et je pars me coucher. Ce qui s'est passé le lendemain et les jours qui ont suivi, c'est que je n'en ai parlé à personne tellement je n'acceptais pas cette décision. J'étais dans un déni total. Alors que mon patron me donnait toutes les libertés pour finir mon contrat à mon rythme et m'absenter comme je voulais, j'ai continué à travailler comme si de rien n'était. Au mois de février, on commençait déjà avec l'équipe de rédaction à parler des sujets de la rentrée et comme je n'arrivais pas à annoncer mon départ, j'avançais avec eux comme si j'allais être là en septembre 2018. Un mois plus tard, un mercredi matin, mon réveil sonne, je l'arrête, j'enlève la couette, je sors mes jambes pour me lever et je réalise que je ne peux pas tenir debout. Mes jambes me lâchent, je m'écroule dans mon lit et je remets la couette. J'écris un texto à mon compagnon pour lui dire que je reste à la maison et que j'allais éteindre mon téléphone pour qu'il s'inquiète pas pour moi. Je ne préviens même pas mes collègues de mon absence et j'éteins mon téléphone. Je dors toute la journée avec des micro-réveils et je sens que mon corps est tellement lourd que je suis en train de m'enfoncer dans mon lit. Je réessaie de sortir à plusieurs reprises, mais je m'en sens incapable jusqu'à ce que mon compagnon rentre. Le lendemain, je vais voir mon médecin traitant qui me prescrit un arrêt de travail d'1 semaine. Je préviens le travail de mon absence en le renvoyant l'arrêt maladie. En 4 ans, je ne me suis quasiment jamais absentée. Surtout qu'avant d'avoir eu une assistante, personne ne pouvait faire mon travail à ma place. Je trouvais tout le temps des compromis avec mon employeur pour faire du télétravail en vacances depuis la Tunisie et quasiment tous mes congés étaient payés à la fin de mon contrat. M'absenter sans donner de nouvelles, autre que l'arrêt de travail et un simple mail à mon assistante pour lui dire que je lui délègue tout, était une grande première. Le jour qui a suivi, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec une psychologue du travail et je pense que c'est la première fois que j'entends parler du mot burn-out. Mon but à travers ce rendez-vous est qu'elle puisse me donner les clés nécessaires pour que je puisse reprendre après mes semaines d'arrêt et tenir jusqu'au bout. Ce qui l'a choquée car elle me disait que vu mon état, elle envisageait de m'arrêter jusqu'à la fin de mon contrat, c'est-à-dire 3 mois. Avec du recul aujourd'hui, je trouve que j'ai eu une réaction ahurissante, alors que je souffrais de partout. Je trouvais inconcevable le fait que je lâche mon employeur alors que c'est lui qui a décidé de me lâcher. Je lui dis non et je décide de prolonger mon arrêt de travail de seulement 1 semaine. Et je savais que ça allait être difficile pour moi de me retenir de travailler pendant tout ce temps. Pendant mon arrêt, j'ai échoué à dire non, à poser des limites, à ne pas décrocher le téléphone et à ne pas répondre aux mails qu'on m'envoyait. Je m'en veux tellement aujourd'hui d'avoir fait ça, mais je n'étais pas du tout consciente à cette époque qu'en faisant ça, je me faisais du mal et je faisais du mal à mon corps. J'ai repris le travail 2 semaines plus tard avec beaucoup de difficultés et 0 motivation. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai perdu toute la passion que j'avais pour ma vie professionnelle et je n'ai fait
que compter les jours avant d'être au 30 juin 2018. Durant les mois qui me séparaient de cette date, mon corps n'allait pas bien. Mon mal-être mental influait sur mon bien-être physique et vice-versa. C'est d'ailleurs durant le mois de juin que j'ai appris que j'étais atteinte d'endométriose. Et c'est ce qui confirmait que ma priorité n'était pas du tout ma vie professionnelle, mais plus mon corps qui commençait à être malade. Le matin du 1er juillet 2018, je vivais une vraie libération. Dans la semaine qui a précédé, j'ai éliminé toutes les traces de mon futur ancien boulot pour commencer une nouvelle vie tout de suite après. Et je ne savais pas qu'éliminer des notes, des cahiers, des fichiers de mon ordinateur était loin d'être suffisant pour guérir de ce premier burn-out. Mes séances chez la psy se sont arrêtées rapidement car je ne considérais pas cet épuisement comme un vrai sujet qui demandait à ce que je travaille bien dessus. Peut-être que si je l'avais fait, j'aurais évité de vivre le deuxième qui était beaucoup plus intense et qui a causé beaucoup plus de dégâts et sur une période plus longue. Nous sommes maintenant 3 ans plus tard, en novembre 2021. Je suis lancée à mon compte depuis 3 ans et j'ai une activité bien pérenne avec un chiffre d'affaires qui double d'année en année et qui m'a même permis d'embaucher ma première salariée. Mon activité à cette époque-là consistait à faire de l'accompagnement opérationnel auprès de thérapeutes pour gérer leur communication digitale. Ayant découvert le domaine du développement personnel 3 ans plus tôt et commencé à expérimenter plusieurs thérapies, j'ai très naturellement attiré cette cible à moi et j'ai constitué assez facilement une offre de service qui répond à ces problématiques. Une fois la période de convalescence suite à ma chirurgie de l'obésité passée, j'ai senti un élan pour reprendre mon quotidien d'entrepreneur sans frein de la part de mon corps. En mai 2021, ça faisait presque un an que mon activité stagnait, pas vraiment en termes de chiffre d'affaires, mais je ne travaillais pas avec l'intensité que je voulais, parce que ma santé ne me le permettait pas. Et quand j'ai retrouvé cette dernière, j'avais soif de reprendre des journées de travail comme une entrepreneur normale. À partir de mai 2021, j'ai commencé à signer de très beaux contrats et en même temps, mon corps allait bien. Ma créativité et mon inspiration revenaient et j'étais tellement heureuse des missions qu'on me confiait et des challenges professionnels qui s'offraient à moi. Néanmoins, cet enthousiasme m'a rendue aveugle par rapport à une collaboration à laquelle je ne devais jamais dire oui. En 3 mois, je me retrouve totalement lessivée et vidée de toute mon énergie à cause d'une seule et unique cliente qui a déversé sur moi toutes ses peurs, sa frustration, car elle vivait une période cruciale pour son activité. Au lieu de mettre des limites dans notre collaboration, je me suis retrouvée à dire oui à tout ce qu'elle me demandait, au-delà des missions qui étaient convenues dans notre contrat. Elle m'appelait tout le temps, elle m'envoyait des textos à n'importe quelle heure pour me parler de ses problèmes émotionnels et je n'ai jamais pu me protéger de ça. Ce qui s'est passé, c'est que mon corps a commencé à m'envoyer des alertes. À chaque fois que je m'asseyais sur mon ordinateur pour avancer sur son projet, je sentais des brûlures au niveau de mes cervicales et une incapacité totale à utiliser les articulations du haut du corps pour bouger la souris ou taper sur le clavier. Au début, je n'ai pas remarqué que ça m'arrivait seulement que quand je bossais pour elle, et il a fallu que je sois attentive au ressenti de mon corps pour le réaliser. Comme j'étais incapable de lui dire on arrête, j'ai continué à travailler pour elle alors que la collaboration m'épuisait sur tous les plans et plus les jours passaient, plus mes souffrances physiques s'intensifiaient jusqu'à ne plus pouvoir m'asseoir et avoir une douleur terrible au niveau du coccyx. Mon corps criait haut et fort qu'il fallait que j'arrête tout. J'ai fini par l'informer de mon souhait d'arrêter, ce qu'elle n'a pas accepté. Elle a eu une réaction de colère extrême, demandant le remboursement des sommes qu'elle avait déjà payées et m'a menacé de me traduire en justice. En novembre 2021, alors que je commençais à avoir le bout avec mes pathologies physiques, je vivais une période noire complètement improbable avec une cliente instable qui avait perdu la raison à cause d'une colère complètement démesurée. Elle ne pouvait rien entendre et j'ai fini par avoir recours à une aide juridique et une avocate qui m'a recommandé de couper tout contact avec elle et m'a informé qu'elle ne peut absolument rien faire contre moi car je n'avais commis aucun tort. J'ai malgré ça perdu
toute confiance en moi et mon corps m'a totalement lâché. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus travailler, être sur mon écran, écrire, me concentrer. Dès que je me forçais à faire quelque chose, je finissais par perdre le contrôle et je me mettais à pleurer. J'ai envoyé ma salariée faire du télétravail à 100% chez elle et j'ai fini par tout mettre en pause. Fin novembre 2021, j'ai dû être hospitalisée pour une longue période et depuis cette hospitalisation, il y a eu comme un chiffre dans ma tête. Je compte d'ailleurs y consacrer un épisode à part entière. Début 2022, l'année commence avec un courrier qui arrive à la maison, un courrier de la part de la cliente. Elle m'a harcelée durant tout le mois de décembre alors que j'étais hospitalisée et n'ayant pas cru à mon hospitalisation, elle décide à l'aide de son avocat de monter tout un dossier de plainte en inventant plein de mensonges pour essayer de récupérer son argent. Comme tout était en règle de mon côté, j'ai répondu à son courrier avec l'aide de mon avocate et elle finit par retirer son dossier et disparaître à jamais. J'ai vécu cet épisode comme un vrai traumatisme. Pendant des mois, j'avais peur de recevoir un mail de sa part, qu'elle revienne à la charge, que le facteur ressonne à ma porte avec un nouveau courrier. Et au-delà de ma santé mentale, j'étais toujours au point mort niveau activité. Au mois de mars, ma thérapeute me recommande d'aller voir une confrère à elle qui travaillait avec les HPI, les hauts potentiels intellectuels, mais aussi les personnes qui souffrent de troubles de l'attention suite à des burn-out. La raison est que j'étais incapable physiquement et mentalement de reprendre le travail, que j'ignorais ce qui m'arrivait vraiment, que je remettais en question toutes mes capacités et je ne savais pas sur lesquelles je devais capitaliser pour rebondir. La psy me fait passer le fameux test WAIS, W-A-I-S, qui est une sorte de bilan psychologique qui sert entre autres à mesurer l'échelle d'intelligence, calculer notre QI et nous indiquer nos points forts et éventuels troubles et déficiences. Au début, le test se passe bien, je réponds bien et vite et les questions me paraissent faciles. Mais au fil des réponses, je perds le fil, je sens une certaine fatigue, les questions m'énervent et je deviens limite agressive envers la psy. On va quand même jusqu'au bout et à la fin, alors que je lui ai rien raconté sur ma vie personnelle et professionnelle, elle me demande si j'ai vécu un traumatisme récemment et elle me demande aussi comment se passait mon travail. Elle me dit que je suis en train de vivre un burn-out sévère. En plus d'un épuisement physique, mes facultés de concentration et d'attention étaient totalement dégradées pour mon âge et mes capacités en général. À cause de mon état, j'ai donné des fausses réponses à des questions auxquelles un enfant de 5 ans pouvait répondre sans problème. Avant d'aller la voir, je sentais que je passais par une phase totalement hors de mon contrôle, où j'étais incapable d'écrire ne serait-ce qu'un simple mail, me concentrer pendant 30 secondes sur une vidéo, écouter une personne me parler et lui répondre en étant cohérente. Je perdais des facultés intellectuelles que je ne pensais jamais perdre un jour. En plus du coup de produire quoi que ce soit, de faire appel à ma créativité et ainsi de suite. L'année 2022 était une vraie année de reconstruction à ce niveau où j'étais obligée de ralentir professionnellement malgré moi. J'ai aussi longuement travaillé avec ma thérapeute sur ma confiance en moi après cette collaboration chaotique. Quand j'étais en pleine tempête, je me disais que plus jamais je trouverais d'autres clients. Plus jamais je serais capable d'accorder ma confiance à quelqu'un, que tous les clients pouvaient me faire le même coup et que si ça arriverait une seconde fois, ça m'achèverait et je pouvais jamais rebondir. J'ai cette année-là fini avec un bilan financier négatif pour la première fois depuis mon lancement à mon compte. Et j'ai tout fait pour remonter la pente jusqu'au bout et ne pas liquider ma boîte. Même si cette épreuve a été parmi les plus dures de ma vie, elle m'a permis de cheminer vers un alignement professionnel complet en repensant complètement mon activité, mes offres, ma communication, ma cible et ainsi de suite. Tout, absolument tout a changé. D'autant plus qu'à l'automne 2022, j'ai commencé ma formation en Human Design pour devenir coach humaniste. Ce que j'ai découvert sur moi à travers ma formation m'a permis de connaître plus ma valeur et pourquoi mettre des limites pour économiser mon énergie était plus qu'indispensable si je voulais continuer à entreprendre.
Le sujet de l'épuisement professionnel revient souvent dans mes échanges avec d'autres entrepreneurs qui m'entourent ou les clientes que j'accompagne. Si j'avais des points en commun à tirer de tous les récits, mais aussi de mes propres expériences, c'est que premièrement, un burn-out commence toujours discrètement par des alertes. Une bonne majorité d'entre nous faisant l'impasse sur ces alertes et préférant avancer aveuglement au lieu de dire stop ou mettre des limites. La raison d'un burn-out peut être extérieure, un mauvais management, une surcharge de travail, des missions inadaptées et ainsi de suite. Mais pour mon cas et pour beaucoup d'autres personnes, on finit par s'épuiser à cause de notre quête de perfectionnisme, notre besoin de reconnaissance, un manque de confiance aussi qui nous oblige à nous donner à 1000%. Parfois, personne ne nous oblige à travailler autant jusqu'à nous épuiser. C'est souvent les injonctions du type « il faut travailler dur pour réussir » ou nos croyances qui nous entraînent dans ce chaos. Généralement, quand l'épuisement survient, on est dans le déni. Et admettre qu'on passe par cette phase, c'est admettre qu'on est faible et vulnérable. Ce qui est très difficile dans une société qui survalorise la performance et le dépassement de soi. Il faut des mois, voire des années pour se remettre d'un burn-out. Surtout si le diagnostic est posé après la crise, comme ça a été le cas pour moi avec mon deuxième burn-out. Au début, je pensais que j'étais en train de vivre un simple litige avec une cliente. C'est quand le litige a pris fin que les vraies séquelles ont vu le jour et je ne pouvais plus me voiler la face. Le jour où je suis rentrée chez moi de chez la psy, qui me parle de ce burn-out sévère, c'était la première fois que j'ai réalisé que je vivais un vrai échec professionnel et qu'il était indispensable que je le prenne au sérieux, même s'il me faudrait beaucoup de temps pour me reconstruire. Et concernant la reconstruction, je pense que pour qu'elle se fasse sainement, le mieux c'est de tout couper pour prendre du recul nécessaire et avoir les idées claires avant de rebondir. On ne peut pas guérir complètement si on travaille encore, même dans un nouvel environnement et avec de nouveaux collègues ou clients. C'est une erreur que je vois assez souvent autour de moi. J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, surtout que je travaille souvent avec mes clientes sur la recherche de leur mission de vie et le rôle qu'elles ont dans ce monde. Ça sera peut-être le sujet d'un épisode à part. Voilà, l'épisode du jour est maintenant terminé. J'avoue que j'ai longuement hésité à vous le partager car le récit est trop lourd pour moi et fait remonter des souvenirs tellement désagréables. N'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Votre énergie, vos talents, vos compétences n'ont pas à être gaspillées pour n'importe quelle raison et au service de quiconque. Vous avez le pouvoir de poser des limites, de dire non, d'imposer vos règles, quoi qu'il en coûte, car votre santé n'a pas de prix. Ça me fera plaisir de parler de ce sujet avec vous. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Comme à chaque fois, je compte sur vous pour noter le podcast sur Spotify ou Apple Podcast. Un grand merci pour votre soutien. Il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt!